Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. Qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant. Que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand, très grand? Il n'a pas son égal dans le monde entier. A-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux, Si je vous parle de Blanche-Neige, mais aussi de Réponse et de Cendrillon, vous me dites que ce sont des personnages de Grimm, bien sûr. Bonjour Franck. Bien sûr, bonjour Julia, bonjour à tous. Walt Disney les a popularisés, mais ce sont bien les frères Grimm qui ont fixé ces contes, repris d'ailleurs de sources plus anciennes. C'est en tout cas dans un monde de contes et de légendes peuplées de lutins et de farfadets que je vous convie cet après-midi. Et l'on vient de célébrer le bicentenaire de la première édition des fameux contes de Grimm. En effet, le premier volume des contes de l'enfance et du foyer est paru, c'était à Noël 1812. Il comportait 86 histoires, dont Blanche-Neige, mais aussi Hansel et Gretel, par exemple. Alors, d'où venaient ces contes? Qui en a été l'inspirateur? Comment se sont débrouillés les frères Grimm pour essayer d'aller les recueillir ici et là? Bien, ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre maintenant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Lorsque j'étais tout jeune, je me suis parfois demandé pourquoi les grands dessins animés de Walt Disney, Blanche-Neige bien entendu, mais aussi Cendrillon et La Belle au bois dormant, empruntaient leurs décors, leurs costumes, leur atmosphère au folklore germanique du 19e siècle. Eh bien, la réponse aurait dû me sauter aux yeux, parce que Walt Disney ne faisait qu'adapter les contes de Grimm. On devrait dire d'ailleurs les contes des Grimm, puisque les auteurs sont deux frères, Jacob et Wilhelm, originaires de Hesse et morts tous deux à Berlin, le premier en 1859, le second en 1863. J'entends déjà les défenseurs de notre patrimoine, mais enfin, Cendrillon, La Belle au bois dormant, ce sont des contes français, formalisés bien avant les frères Grimm par Charles Perrault. Oui, c'est incontestable, seulement ils étaient passés dans le patrimoine commun des contes pour enfants, et les frères les ont repris et adaptés, comme ils en ont adapté tant d'autres. C'est leur version plus récente, mieux diffusée aux États-Unis, qui a fait référence évidemment pour les fameux dessins animés. À la fin de l'année dernière, lors du bicentenaire de la première édition des Contes de l'enfance et du foyer, j'ai été frappé de voir à quel point les frères Grimm faisaient partie vraiment des références présentes, vivantes de bien des familles. Il est vrai que si j'en crois la passion de mes propres neveux et nièces pour les histoires qu'on peut leur raconter le soir avant de s'endormir, le conte n'est pas une tradition en voie d'extinction. Du vivant des frères Grimm, 7 éditions de leurs contes ont été publiées, avec toutes sortes d'arrangements et de modifications. On parle des 200 contes de Grimm. En fait, il y en aurait 201, puisqu'un conte intercalaire est venu se glisser entre le 151e et le 152e. Il a fallu attendre le milieu des années 1970 pour que le professeur Heinz Rölke de l'université de Cologne identifie précisément l'une de leurs sources principales, une vieille paysanne de Hesse dont le nom avait été noté par le fils de Wilhelm, Hermann Grimm, qui lui-même enseignait l'art à Berlin, Frau Wichmannin. En vérité, cette prétendue vieille paysanne était plutôt une jeune citadine mariée à un tailleur, Dorothea Wiemann. Elle était conteuse, elle en faisait même son activité. Elle était d'origine française, huguenote, et c'est ce qui expliquerait qu'elle ait eu connaissance des contes de Perrault, et donc que ceci, via ce qui relevait de la tradition orale, la plus pure, ait pu parvenir, certes déformé, jusqu'aux oreilles de ces collecteurs de contes populaires qu'étaient sciemment les Grimm. Voici donc pourquoi les histoires de Walt Disney font à ce point penser à celles qu'on lisait aux enfants dans la France de Louis XIV. C'est la réponse à une première question. Il en reste tant d'autres.
Un extrait sur Europe 1 de la BO du film de Terry Gilliam, Les Frères Grimm, une musique composée par Dario Marianelli. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et pour parler des frères Grimm, nous vous retrouvons Franck avec votre invité sur Europe 1, Natacha Rimasson-Fertin, qui est maître de conférences en allemand à l'université Stendhal, Grenoble 3. Bonjour Natacha Rimasson-Fertin, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes venue avec tous les contes de Grimm en 2 volumes publiés chez José Corti, dont vous avez assuré non seulement l'édition, mais la postface, une postface passionnante où vous nous racontez qui étaient vraiment ces 2 frères. Alors c'est ce que je vous propose de faire pour les auditeurs d'Europe 1 cet après-midi, essayer de comprendre un peu d'où ils venaient. Alors j'ai dit qu'ils étaient originaires de Hesse, il faudrait préciser peut-être un peu. On va d'abord raconter leur vie à eux, et puis ensuite, on en viendra bien sûr à l'univers fabuleux des contes. Alors, ils sont les enfants d'un membre de l'administration. Le père était nommé à un poste de bailli. Ils sont nés dans la petite ville de Steinau, qui partage aujourd'hui avec Kassel et Marburg le nom, l'identité vraiment de patrie des frères Grimm. Donc il y a aussi un petit musée Grimm. En plein cœur de l'Allemagne. Hein. Exactement. Avant, on était à l'extrême est de l'Allemagne fédérale, mais maintenant, avec la réunification, on est vraiment au milieu du pays. Tout à fait. Pour peut-être mieux les resituer, donc les frères Grimm, effectivement, on en connaît surtout 2, mais en fait ils étaient 5. 5 frères donc, et une sœur. Les 2 premiers sont ceux qui sont restés les plus célèbres et encore un a retenu davantage la mémoire, c'est le dernier des frères, Ludwig Emil Grimm, tout simplement parce qu'il s'est vraiment fait un nom assez connu en tant que peintre et illustrateur, et entre autres notamment parce c'est lui qui a illustré les contes de ses frères. Et bien sûr. Par des eaux fortes. Alors, il y a évidemment un autre Grimm très célèbre, surtout pour les amoureux d'histoire. Aucun rapport, disons-le clairement, entre ses frères Grimm et le célèbre baron Grimm, qui vivait à la cour de Louis XV. Oui, exactement, il n'y a pas de rapport. Alors, puisqu'on parle d'homonyme, il y en a encore un autre qui marche un petit peu plus sur leur plate-bande, façon de parler, puisqu'il édite juste avant eux un autre recueil de contes. Recueil de contes dans lesquels nos frères Grimm vont piocher allègrement, puisqu'à l'époque, on s'embarrasse pas trop de toutes ces questions de droit d'auteur. Alors d'un côté, ils lui empruntent des textes, et puis d'un autre côté, ça les gêne vraiment cette proximité dans le temps, et donc ils écrivent dans leur préface que l'autre recueil de Grimm, nous n'avons rien pu en tirer, et puis il n'a rien à voir ni avec nos contes, ni avec nous d'ailleurs. Enfin vraiment, ils prennent bien soin de prendre leur distance. De se démarquer. Alors il y a une certaine habitude du récit chez les Grimm, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la famille. Voilà, c'est ça que je voulais reprendre dans cette remise en contexte. Voilà, le grand-père et les arrière-grands-parents, si je ne m'abuse, étaient aussi pasteurs. Et Jacob, dans son enfance, il y a une petite anecdote qu'il relate lui-même. Il aimait bien, en allant rendre visite à son grand-père le dimanche, monter sur une chaise et puis faire son sermon. Oui, donc ce qui prouve quand même une vocation relativement précoce, peut-être pas une vocation religieuse, mais en tout cas une vocation pour le verbe, pour le logos et le goût du récit, peut-être. Ils sont orphelins de père assez tôt, en fait. Très tôt, puisque Jacob a 11 ans. La cellule familiale a quelque chose qui a une importance vraiment très très forte pour la famille, les frères Grimm, les enfants. Donc il va endosser ce rôle à l'âge de 11 ans, et finalement c'est aussi certainement cette conscience très très aiguë de sa responsabilité qui fait qu'il ne se mariera jamais. Alors ils font leurs études au lycée de Kassel. Dit comme ça, on se dit oui, pourquoi pas, mais enfin il faut imaginer ce que ça devait être le lycée de Kassel à la toute fin du XVIIIe siècle. Hein. On est quand même dans une Allemagne assez disciplinée, disons. Oui, voilà, société très hiérarchisée. Étant orphelins de père, ils n'ont plus donc ce soutien. Le père n'est plus membre de l'administration. Ils n'ont plus cette place dans la société finalement, et donc ils doivent s'en remettre aux bons soins de leur tante, qui est femme de chambre à la cour du prince électeur, et donc qui va les soutenir vraiment financièrement. Ils suivent un enseignement qui est extrêmement rigide. Tout à fait, et notamment, ça fait partie des petits détails qui les marquent très profondément, c'est que les enseignants les traitent vraiment comme des lycéens de seconde classe, c'est-à-dire que les élèves issus de familles nobles, ou en tout cas des familles de fonctionnaires, on s'adresse à eux en les appelant par leur nom, en les vouvoyant, et eux, on leur parle vraiment comme à des domestiques en utilisant ce pronom « il » extrêmement dépréciatif. Ils n'ont pas une grosse différence d'âge, hein, il faut dire Jacob et Wilhelm. Ils ont à peine 2 ans. À peine 2 ans. d'écart. Donc c'est toujours Jacob qui est un peu en avance, c'est lui qui s'en va faire le premier ses études de droit. Vous avez parlé de Marburg tout à l'heure, qui est quand même la grande cité de l'étude du droit. Hein, tout à fait.
qui est toujours d'ailleurs une très jolie cité. Et qui est toujours une université très renommée. Voilà, donc Wilhelm marche dans les traces de son frère. Et vraiment, c'est valable à la fois pour les études au lycée, pour les études universitaires, et ça sera toujours dans les postes qu'ils obtiendront finalement. Alors c'est certainement lié aussi à leur trait de caractère, mais finalement c'est toujours Wilhelm qui, d'une manière ou d'une autre, va être un petit peu plus en retrait, un petit peu en seconde position d'une certaine manière. Et la grande rencontre, ça c'est fondamental, c'est la rencontre de Savigny. Voilà, tout à fait. C'est leur professeur d'histoire du droit qui est à peine plus âgé qu'eux, il doit avoir 6 ans de plus que Jacob. Brillant professeur d'histoire du droit qui leur enseigne ce qu'ils appellent la méthode historique, enfin qu'il a lui-même forgé. Donc il se fait naître chez eux cet intérêt pour le passé, pour la quête justement de cette histoire de la poésie, mais tout simplement au début Savigny va les utiliser pour ses recherches, enfin il va comme secrétaire finalement, comme assistant. Il leur met en même temps le pied à l'étrier puisque c'est comme ça qu'il va permettre la rencontre avec les romantiques Brentano et Arnim, qui cherchent des personnes qui puissent faire des recherches pour eux dans les bibliothèques et finalement trouver des récits d'origine populaire dans les romans baroques. Alors Brentano d'un côté, Arnim sont déjà eux-mêmes des auteurs de contes. Enfin, ils recueillent, comme vous nous le dites, des contes qu'ils mettent ensuite en forme. Ce que je vous propose, c'est ensemble tout à l'heure de reprendre un certain nombre de ces grands auteurs de contes, parce que ce qu'il est très important de comprendre, c'est que les frères Grimm ne sont pas apparus comme ça par hasard. S'ils ont écrit des contes, c'est qu'ils étaient au milieu d'une société qui adorait ça et qu'ils connaissaient de près des auteurs dont c'était la spécialité. On y reviendra ensemble tout à l'heure. Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est bon, Franck. Il y en a beaucoup de Tchaïkovski en ce moment, mais c'est tellement magnifique. Alors, nous parlons avec Natacha Rimasson-Fertin, nous parlons de cette vocation suscitée chez les frères Grimm par une sorte de connivence avec de grands auteurs déjà pour lesquels ils travaillent. Ils sont à la recherche de contes. Évidemment, petit à petit, ils vont avoir envie de les signer eux-mêmes et de les recueillir pour eux-mêmes, ces fameux contes. Dans un premier temps, ils collectent vraiment pour Brentano et Arnim, qui ont auparavant, en 1805, publié un recueil de chants populaires allemand qui s'appelle Le Chor merveilleux de l'enfant, le chor, l'instrument de musique, des Knaben Wunderhorn, pour le dire dans le texte. Et ils veulent faire la même chose avec des récits populaires allemands. Et finalement, les frères Grimm leur transmettent un certain nombre de récits, une petite cinquantaine, et finalement ils en gardent une copie pour eux en ayant transmis leur manuscrit. Et c'était une très bonne chose parce que Brentano finalement ne leur rendra pas le manuscrit et ne le publiera pas non plus pour des raisons pas forcément très claires. Et finalement, c'est Arnim qui va les pousser à publier, parce qu'entre-temps, ils ont continué à collecter. Entre-temps, ils sont vraiment tombés sous le charme de ce genre, au point que Jacob Grimm écrit à Savigny, à son professeur, en 1807, qu'il va abandonner ses études de droit pour se consacrer à la philologie, à la littérature et à la collecte de contes. Le premier livre qu'ils publient tous les deux, Jacob et Wilhelm, ce n'est pas un livre de contes au sens propre, ce sont de très vieux textes en fait. Voilà, alors ce qu'ils publient tous les deux, ce sont des textes médiévaux, ils redécouvrent vraiment, ce sont eux les premiers, pour ainsi dire, qui redécouvrent la poésie médiévale allemande. D'ailleurs, ils font ça à merveille, enfin je serais tentée de dire que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont vraiment fait avec passion et à la perfection, c'est-à-dire que ce sont des éditions, par exemple les éditions du roman de Renard, elle fait toujours figure de référence parmi les médiévistes aujourd'hui, aussi bien lorsqu'ils s'intéressent à la linguistique en travaillant sur la langue allemande, les lois phonétiques, les fameuses lois de Grimm. Oui, parce que ce sont des grammairiens hors pair, voilà, par ailleurs. Voilà, mais donc c'est ces fameuses lois qui portent leur nom, les lois de Grimm sur les mutations consonantiques. Quand on se lance dans ces études, on y est confronté aussi. Alors c'est vrai que les contes, c'est peut-être un peu plus glamour. Vous nous présentez des auteurs d'une très grande rigueur, d'un très grand sérieux, qui ont vis-à-vis des textes anciens, plus ou moins anciens, une démarche quasi scientifique et donc très moderne, en quelque sorte. On peut même enlever le quasi. Ils ont une démarche scientifique pleinement assumée, parce que pour eux, les contes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. Alors tout simplement parce que ils sont, et l'Allemagne est avec eux en quête de racines, en quête d'identité. Sur un plan personnel, les frères Grimm vivent très mal l'occupation française pendant la campagne. C'est l'époque où Napoléon est en train de faire des ravages en Allemagne. Hein. Exactement. Et donc dans la préface, notamment, ils le disent, ils collectent ces contes alors que
les soldats français sont dans la pièce voisine. Eh oui. Donc il faut vraiment imaginer que ça ne fait qu'attiser, ça ne fait que les pousser encore plus sur cette voie. Il y a quelque chose de très nationaliste finalement dans leur démarche. Et d'ailleurs, il y a un engagement chez Jacob, en tout cas, un véritable engagement politique. Oui, nationaliste dans le bon sens du terme. Oui, ce point-là, émergence d'une conscience nationale. C'est ça, ouais. Et alors peut-être pour revenir justement à ce côté en apparence léger, voire frivole qu'on serait tenté de prêter au conte, pour eux c'est non seulement quelque chose de sérieux, et puis d'emblée leur recueil, il est en décalage complet avec le titre, ça s'intitule d'emblée Kinder- und Hausmärchen, conte pour les enfants et la maison, alors que c'est un recueil qui paraît avec des préfaces très très denses, avec des notes. Donc le premier volume de notes accompagne la première édition. Donc premier tome 1812, c'est de ça qu'on célèbre le bicentenaire. Deuxième tome en 1815 et des notes dans un volume à part en 1822. Donc c'est vraiment quelque chose de solide. Alors cet engagement politique de Jacob va l'amener à une véritable carrière diplomatique, il faut le dire quand même. C'est vrai. Alors c'est quelque chose qui est sans doute assez peu connu en France en tout cas. Il est très tôt membre de ce qu'on pourrait considérer comme l'équivalent du ministère de la Guerre. Pour la S, c'est ce qui l'amène en mission à Paris, entre autres, et puis ça le conduira notamment au congrès de Vienne en 1815. Et oui, il participera à cette espèce de... Où d'ailleurs, il fuit les salons. Alors évidemment, la politique se fait dans les salons, dans toutes ces assemblées, c'est pas du tout son truc. Et dès qu'il peut, il se retranche dans les bibliothèques pour essayer de trouver des choses qui leur serviront. Wilhelm lui écrit même « On m'a dit que tu ne venais pas très souvent dans les réunions mondaines, etc. » Alors Wilhelm prend la défense de son frère en disant oui mais de toute façon toutes ces informations ce sont des secrets de Polichinelle, finalement il les connaît, il n'a pas besoin de fréquenter toutes ces assemblées, mais il assure bien sûr que son frère fait son travail le plus sérieusement possible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Napoléon a semé une pagaille terrible dans toutes ces vieilles dynasties allemandes et qu'évidemment, ils vont faire partie, eux, de l'opposition, on va dire, au nouveau régime. Exactement. Alors, ils vont faire partie de l'opposition, ça sera plus sensible dans les années 30, au moment du mouvement qu'on appelle en Allemagne les 7 de Göttingen, donc les 7 professeurs. Il s'agit de 7 professeurs relativement jeunes qui décident de prendre position ouvertement, enfin de s'opposer à l'abrogation de la Constitution par le prince de Hanovre. Donc à ce moment-là, les frères Grimm ont obtenu un poste à l'université de Göttingen. Et l'héritier du trône décide de revenir en arrière, d'abroger la Constitution de 1833, de ne plus parler de concitoyens mais de sujets, ce qui passe évidemment très mal. Alors la grande majorité s'offusque, mais s'offusque en privé, pourrait-on dire. Les frères Grimm font partie des 7 qui signent une pétition en quelque sorte. D'où leur expulsion. Voilà, ils perdent absolument tout et ils sont contraints de quitter Göttingen. Jacob a même interdiction formelle d'enseigner. Et finalement, c'est à leur amie Bettina von Arnim, la sœur de Brentano, qui a épousé l'autre ami poète. C'est elle qui fera leur salut en les faisant venir à Berlin. Alors aussi avec Winkelmann qui va intercéder, donc il fera en sorte qu'ils seront nommés à l'Académie des sciences de Berlin. Et c'est donc là-bas qu'ils terminent leur vie. Alors ça, c'était pour la biographie des deux personnages. Maintenant, nous allons voir un peu ce qu'il en est de leurs œuvres. Et avant cela, j'aimerais qu'on fasse donc ce petit détour par les auteurs romantiques d'autres contes. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec une émission consacrée aux frères Grimm cet après-midi sur Europe 1, l'occasion dans le récit maintenant de Franck de rendre hommage à d'autres auteurs romantiques de la même période. Dans sa préface, Natacha Rimasson-Fertin fait remonter l'origine de ces contes assez loin. Mais le premier auteur très connu, très célèbre, qui se soit beaucoup penché sur la question des contes et des légendes, c'est Ludwig Tieck, qui dès 1796 écrit son premier conte, Egbert le Blond. Alors c'est l'histoire d'Egbert et de sa femme Bertha qui vivent, on va dire un peu, pas en ermite, mais en tout cas retirés du monde, avec comme seul contact celui de leur ami Philippe Walter. Et un soir, Bertha raconte à cette amie, elle lui raconte son histoire. Alors, petite fille, elle s'est enfuie de sa maison, alors il se passe pas mal de péripéties, puis elle trouve la cabane d'une vieille femme qui la prend à son service, et puis un jour, pendant que la vieille femme est partie, parce qu'elle fait de long, elle s'absente parfois pendant très longtemps, la jeune femme s'enfuit avec l'oiseau pondant des perles et des pierres précieuses. Elle va retourner dans son village natal. Là, elle apprend la mort de ses parents. Elle séduira, parce qu'il faut dire qu'elle est très belle, très accorte. Elle va séduire Egbert, qui est un petit noble, un hobereau à demi ruiné. Et à la fin de cette histoire, l'ami auquel elle est en train de le raconter émet un certain nombre de remarques qui vont éveiller les soupçons d'Egbert.
qui le tue. Peu après, Bertha elle-même vient à mourir et l'on verra Egbert qui part à l'aventure et qui ne trouvera le repos de son âme qu'en s'éloignant en quelque sorte le plus possible du monde. Et puis enfin il rencontre une vieille qui lui apprend qu'elle est Philippe et que lui, Egbert, est le propre frère de Bertha. On est donc dans une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de conte initiatique. On n'est pas là dans la collecte de petits contes populaires. Avec Tig. C'est vrai, on n'y est pas du tout. Moi, ça me fait même penser à encore autre chose. Enfin, c'est un nom que je voulais citer de toute façon en parlant de ces premiers recueils de contes allemands qui paraissent à la toute fin du XVIIIe siècle sous la plume de Musäus et d'une romancière. Il y en a, c'est surtout des hommes qui écrivent des contes, mais donc une femme qui s'appelle Bénédicte Naubert. Et donc ces deux noms-là, ils ont leur importance parce que ce sont eux les premiers qui publient des contes allemands, mais des contes populaires. Alors c'est vrai, quand vous avez parlé de Tig tout à l'heure, Tig, c'est tout de suite le conte d'auteur. C'est ça, voilà. Donc c'est de ce point de vue-là, il y a vraiment une distinction très claire. Il y a le conte qui est créé, imaginé par un auteur, et puis il y a le conte qui est recueilli dans la tradition orale populaire et qui est un peu arrangé, toujours voilà, plus ou moins. Avec des grands guillemets, la tradition orale populaire, parce que c'est vraiment d'une manière tout autre de procéder que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas recueillir évidemment les souvenirs de la fermière du coin. Les frères Grimm et ceux qui les ont précédés ne se sont pas promenés leur bloc à la main en allant dans les chaumières, comme on l'a longtemps cru d'ailleurs, comme beaucoup de chercheurs ont pu longtemps le croire. Entre parenthèses, la petite histoire de Dorothea Finnman que j'ai évoquée au tout début de l'émission, c'est authentique ou c'est authentique. Et ils n'ont pas tant brouillé les pistes que ça à son sujet, les frères Grimm, puisque c'est la seule de leurs informatrices qu'ils citent nommément en disant que leur recueil, notamment le tome 2, lui doit énormément de contes. C'est elle qui a fourni l'essentiel des contes du tome 2. Et donc ils en font le portrait, parce que pour eux, en quelque sorte, c'est la conteuse idéale. Donc c'est tout le monde, on imagine, et eux, tels qu'ils se représentent le conte, c'est... donc il y a eu Dorothea Finnman, mais on imagine que le conte naît de la bouche de dizaines, de centaines de femmes comme celle-là, qui savent bien raconter, qui ont les contes, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils écrivent noir sur blanc et avec grande précision dans leur préface, qui les a très présents à l'esprit, qui les racontent une première fois comme en parlant, et quand on lui fait répéter, elle raconte encore une fois de manière à ce qu'on puisse prendre des notes sous sa dictée. Donc pour eux, c'est vraiment l'informatrice parfaite, qui fait ça de manière très vivante en plus. Donc ils ont en plus une affection certaine pour elle. Alors elle n'est pas si jeune que vous le laissiez entendre dans sa présentation, puisque quand il la rencontre, elle a sans doute déjà une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas jeune du tout pour l'époque. Et ils disent qu'elle a dû être belle dans sa jeunesse, mais elle a vraiment encore le regard qui pétille. Je sais ça parce que le fils de Wilhelm avait laissé entendre qu'il s'agissait d'une très vieille paysanne. C'était pas tout à fait le cas. À l'époque, oui. Tout est relatif. Surtout pour cet enfant, ça devait être le cas. Oui, exactement. Alors vous avez parlé d'Arnim et Brentano, bien entendu. Donc vous nous avez parlé des liens entre les frères Grimm et Arnim, précisément. Avec Brentano, on est dans on est bien dans la collecte de contes réels, de contes existants. On n'est pas dans la création imaginaire. Oui et non, parce que ce qu'il publie, c'est quand même très très réécrit. D'ailleurs, il y a une controverse qui est très célèbre, qui est restée très célèbre à ce sujet entre Brentano et les frères Grimm. Brentano procède de manière très très libre avec les sources, il réécrit considérablement, c'est une langue extrêmement romantique, là où celle des frères Grimm ne recule pas, disons, devant un certain nombre de maladresses, peut-être de lourdeurs, justement pour essayer de reproduire cette oralité. Par ailleurs, on a un certain nombre de chercheurs qui vont s'inscrire dans cette démarche dont on parlait tout à l'heure, qui consiste à créer des racines culturelles à l'Allemagne, en quelque sorte. C'est pas qu'elle en ait manqué, mais on veut créer cette mythologie. Je pense évidemment à von der Hagen et à Goerres, qui s'inscrivent dans cette ligne-là, avec notamment les Nibelungen, dont s'inspirera Wagner par la suite. Et puis, alors, celui pour qui nos frères Grimm ont une vraie admiration, semble-t-il, c'est Friedrich de la Motte-Fouquet, avec sa fameuse Ondine. Très beau texte d'ailleurs, très beau texte romantique. Que Hoffmann, évidemment, transformera en opéra et bien entendu que Giraudoux reprendra dans la pièce célèbre. Tout à fait. C'est vrai que quand on lit le texte de la Motte-Fouquet, on a vraiment énormément pour peu qu'on se soit intéressé un petit peu à toutes ces thématiques
qui jalonnent la littérature médiévale notamment. On a vraiment tout un fourmillement de croyances. On retrouve donc ces ondins, ces esprits des lieux. Enfin, tout ça est dans un décor évidemment romantique à souhait, mais c'est un texte absolument magnifique. C'est vrai. Alors j'ai cité un nom, celui d'Hoffmann. On pense bien sûr aux contes d'Hoffmann, pas ceux qui ont été mis en musique par Offenbach, quoique ce sont les mêmes, mais je veux dire les contes même d'Hoffmann. Là, on est on revient dans la création pure, dans la littérature quasi fantastique. On s'éloigne de la démarche des frères Grimm. Ah, on est complètement dans autre chose. Dans autre chose. Tout ça va dans presque dans la science-fiction déjà, si on pour peut l'époque, dire. Oui, et puis Hoffmann a vraiment d'autres œuvres à son actif qui sont vraiment là, tout à fait dans le fantastique. Peut-être parmi les noms qui seraient bons de citer, alors ce n'est pas un auteur de contes cette fois, mais c'est Herder, philologue, pour qui justement, alors là on disait que l'Allemagne était en quête de cette tradition. Du langage, de l'histoire de la langue. De l'histoire de la langue, et qui va s'intéresser aussi beaucoup à ce caractère populaire, au chant populaire, à la poésie populaire. D'ailleurs, c'est lui qui va forger ces termes-là dans la langue allemande, c'est lui qui les introduit, tout simplement parce que pourquoi est-ce que l'Allemagne est en recherche de cette tradition, qui se situe dans l'espace du récit, de la mythologie? Parce que on a conscience, enfin il y a beaucoup d'intellectuels à cette époque-là qui commencent à avoir conscience du fait que pour fonder cette nation allemande, le futur empire qui ne naîtra qu'en 1871. Voilà, on ne passera pas par les territoires ou par l'aspect politique, mais c'est vraiment la nation, c'est un terme qui va avoir une dimension culturelle extrêmement importante. Et pour Herder, c'est dans la langue, dans la culture. Enfin, c'est vraiment ça qui va servir de ciment, de fondement à la nation allemande. Donc, en ce sens-là, les frères Grimm ont conscience d'accomplir quelque chose de vraiment fondamental pour l'émergence de cette identité allemande. Entre nous, on est quand même assez loin de Blanche-Neige et de Cendrillon. Alors si vous voulez bien, Natacha, on va revenir aux contes de Grimm dans leur substance même dans un instant. Et jusqu'à 14h sur Europe 1, vous le savez, votre rendez-vous quotidien d'histoire avec Franck Ferrand, son invité aujourd'hui, pour parler des contes et des frères Grimm, Natacha Rimasson-Fertin. Je rappelle qu'elle est maître de conférences en allemand, langue et littératures allemandes, à l'université Stendhal, Grenoble 3. Avec Natacha Rimasson-Fertin qui donc a édité, a traduit d'abord et puis postfacé ses contes pour les enfants et la maison des frères Grimm, édité chez José Corti. Alors ne nous y trompons pas, un conte pour les enfants et la maison, mais vous nous avez bien fait comprendre à quel point tout ça s'appuyait sur un travail extrêmement rigoureux de recherche de textes anciens, de transcription, d'adaptation, etc. Évidemment, les contes célèbres. Alors il y a Réponse peut-être. Oui, depuis Disney évidemment. Alors avec Disney plus encore, les musiciens de la ville de Brême, qu'on nous racontait, je me rappelle quand on était à l'école, ça fascine, tous ces... Brême qui n'atteignent d'ailleurs jamais, mais... Ben oui. C'est un peu leur terre promise, en quelque sorte. Hansel et Gretel, très important dans le patrimoine folklorique allemand, si je puis dire. Oui, et puis les consonances des prénoms fait qu'en France, on l'identifie bien comme un conte allemand. On se pose moins la question de savoir s'il est de Perrault ou de Grimm, celui-là. Oui, celui-là, c'est certain. Alors justement, quand même, la question, Cendrillon, etc. Il y avait même le Chaboté dans une première édition. Il y avait le Chaboté, il y avait Barbe Bleue aussi. Alors Barbe Bleue, c'est vrai qu'un titre aussi transparent que celui-là est le Chaboté. Vous avez très bien dit dans votre introduction tout à l'heure que les frères Grimm modifient, remanient leur recueil au gré des 7 éditions. Quand on écrit dans sa préface qu'on veut rendre service à l'histoire de la poésie et de la mythologie allemande, c'est vrai qu'un titre de conte comme ça peut faire désordre. Donc il supprime ces 2 textes, notamment explicitement intitulés Barbe Bleue et le Chaboté, parce que là, évidemment, c'est très clair que ce sont des emprunts à Perrault. Des emprunts indirects, on a bien compris comment ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, notamment après la révocation de l'Édit de Nantes, il y a beaucoup de ces huguenots français qui sont venus s'installer en terre allemande. Et ils avaient la tradition, ils connaissaient les contes, les mamans les racontaient aux enfants, et puis les petites filles ensuite deviennent elles-mêmes des mamans, elles les racontent. Bon, et au bout de 2 ou 3 générations, on finit par avoir un conte qui a l'air d'être traditionnel et qui en fait provenait de Perrault. Tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'à l'époque, évidemment, toute la société cultivée allemande parle français, lit le français. Ils ont lu et Perrault dans le texte, évidemment, et les contes de ma mère Loire, et toute la tradition des contes de fées français. Mais c'est vrai qu'il y a cette filiation directe via les familles d'origine huguenote, et notamment autour des frères Grimm, leur cercle d'informateurs, comme par hasard, serait-on tenté de dire, ce sont presque uniquement des familles français, ça tombe bien. Donc ce sont des familles où on parlait français à la maison. Et cette fameuse Dorothea Fiemann, elle est née Pierson. Voilà, elle donc est elle aussi était d'origine elle aussi. huguenote. Alors, il y a d'autres textes qui ont été supprimés au fil des éditions, peut-être parce que, dites-vous, ils étaient trop
trop noirs ou plus exactement même trop sanglants. Parce qu'après tout, ça doit être des textes pour enfants. C'est le terme. Alors c'est ce qu'on reproche. La réception de la première édition est très claire de ce point de vue-là. Comment mettre un tel livre entre les mains des enfants ? L'exemple le plus frappant, c'est un petit texte très bref qui s'intitule « Comment les enfants ont joué au boucher » que les frères Grimm donnent dans 2 versions. J'allais dire, l'histoire est très simple. Les enfants voient leur père tuer le cochon et puis ne sachant pas à quoi jouer un beau jour, ils décident de jouer à tuer le cochon. Ils décident de jouer à tuer le cochon et puis évidemment le petit garçon qui a le rôle du cochon, ça se termine pas très bien pour lui. C'est un texte qui ne manque pas son effet quand on le lit devant un auditoire. Bon, en fait, il s'agit à l'origine d'un fait divers assez répandu et assez connu qu'on trouve notamment aussi sous la plume de Heinrich von Kleist. Donc il y a ce texte-là, il y a d'autres textes aussi éliminés pour les mêmes raisons, parce que tout simplement la violence est gratuite, parce qu'il ne faut pas se tromper non plus, les frères Grimm ne suppriment pas absolument toute la violence. Non, enfin tout de même, ils essaient d'édulcorer un peu. Ils essaient d'édulcorer, mais lisez leur Cendrillon. Perrault à côté, c'est vraiment très inoffensif, où elle épouse le jour même les sœurs épousent le jour même 2 seigneurs de la cour. Elles sont punies et bien punies chez les frères Grimm. Oui. Et puis quand elles essayent la pantoufle, il y en a une qui se tranche le talon, l'autre qui se tranche l'orteil, et puis on a tous les détails. Les bas rouges sont tachés de sang, le sang dégouline du soulier. Enfin, c'est sanglant à souhait quand même. Oui, mais en fait, c'est peut-être ce qu'aiment les enfants aussi. Mais c'est justifié, donc ça passe mieux d'une certaine manière. Je me rappelle cette nouvelle magnifique de Saki, d'un homme qui en a assez d'entendre des enfants se disputer dans un compartiment de train. À l'époque, on était dans des compartiments. Et là, de voir la grand-mère absolument incapable de les faire tenir en place, se met à leur raconter un conte épouvantable avec beaucoup de sang, beaucoup de morts. Et évidemment, les enfants sont parfaitement calmes jusqu'à la fin du voyage et lui peut finir sa lecture tranquille. Et les enfants aiment ça, quelque part. Ils aiment bien aussi, qu'il y ait un petit peu de choses. C'est après tout peut-être aussi le rôle du conte. À mesure que les éditions se succédaient, les frères Grimm ont bien dû comprendre que leur travail initialement scientifique devenait d'abord et surtout un vecteur d'histoire et d'historiette, et que leur succès tenait précisément à l'intérêt des enfants. Ils l'ont compris. Exactement. Et leur succès, en fait, ce qui va vraiment lancer leur recueil de contes, c'est finalement sa traduction anglaise. En 1823 paraît, sous la plume d'Edgar Taylor, un best-of en quelque sorte, une sélection de 50 textes dont les frères Grimm vont eux-mêmes s'inspirer pour éditer ce qui s'appellera la petite édition, qui va être éditée 9 fois de leur vivant et qui en fait va faire connaître la grande. En fait, la grande édition, donc les fameux 201 contes, paraissent en alternance avec la petite édition. Et c'est la petite édition qui est illustrée par des eaux-fortes de leurs frères Ludwig Emil Grimm. Voilà, donc c'est ça qui va contribuer à faire connaître le recueil. Le basculement, justement, Heinz Rölle que vous citiez, montre bien que le basculement s'opère dans les années 1837 à la 3e édition, parce que ça coïncide avec l'émergence vraiment d'une classe bourgeoise dans laquelle la famille, vraiment la petite famille, les parents et l'enfant commencent à avoir une place vraiment différente, où les femmes vont davantage se préoccuper elles-mêmes de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernante entre les femmes et les enfants, donc elles peuvent elles-mêmes lire les contes, etc. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est aussi le moment où émerge l'espace vraiment dédié à l'enfant au sein de la maison. En même temps, cette cruauté qui est présente, qui est consubstantielle même au conte de Grimm, cette cruauté, elle a été reprochée aux Grimm. Mais alors beaucoup plus tard, on a dit, mais si l'Allemagne a mal tourné, en quelque sorte, avec le nazisme, c'est en partie à cause de ça. Il y a des gens qui l'ont dit, en tout cas. Oui, il y a des gens qui l'ont dit, ce qui a conduit à l'interdiction des contes de Grimm quand même. Après 1945. Et justement, on a essayé d'écrire des contes non violents, mais ça n'a pas du tout marché. Je pensais à ça qu'on voulait. Exactement, mais ça n'a pas du tout marché. Alors, ce pourquoi on a aussi pu l'affirmer, c'est que quand on a vraiment la totalité des textes entre les mains, on se rend compte qu'il y a quelques textes qui dérangent parce qu'ils sont clairement antisémites, notamment Le Juif dans les épines, des titres comme ça, quelques autres textes qui se comptent sur les doigts d'une main, qu'un lecteur lambda... qui sont un héritage historique pour le coup. Qui sont un héritage historique, mais je veux dire que le lecteur lambda des frères Grimm ne connaît pas. Donc forcément, on a cette image un peu gentillette des deux. En Allemagne, on dit les oncles qui racontent des histoires, c'est vraiment ça. Les bons tontons histoires. Les bons tontons, voilà. Et finalement, les bons tontons, ils ont leur zone d'ombre qui les rend nettement moins sympathiques, où finalement le juif sert
sert de bouc émissaire. Mais effectivement, il y a des explications historiques à cela. Alors là, on est juste un tout petit peu plus de 2 siècles après la toute première édition de ces contes pour les enfants et la maison. Les frères Grimm ne sont pas du tout démodés. Ce qui est incroyable, c'est qu'après la petite période de méfiance dont nous parlions, donc les années 50 et 60, leurs contes sont de nouveau présents partout. Il suffit d'aller alors là, c'est très frappant, d'aller dans les rayons de littérature pour enfants, dans les librairies. Vous réaliserez le nombre incroyable d'éditions des contes de Grimm aujourd'hui, qu'ils soient ou non signés des Grimm, d'ailleurs, parce que très souvent, ce sont des adaptations qui oublient la source. C'est vrai. Puis quand on fait une petite recherche sur Amazon, on a dans les noms d'auteurs Jacob Villalion et puis un autre auteur tout à fait contemporain. Enfin, tout ça va ensemble. Alors, c'est vrai que c'est très réjouissant. Évidemment, il y a toute l'actualité cinématographique. On a eu 2 Blanche-Neige l'année dernière. Alors là, on a une adaptation assez particulière de Hansel et Gretel. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas perdu ni de leur attrait, ni de leur intérêt, mais c'est vrai que la psychanalyse est passée par là aussi. Le livre de Bettelheim oui, bien sûr. y a très largement contribué. En France, finalement, le genre du conte a été un peu peut-être délaissé, ou du conte traditionnel, disons, parce que Perrault a masqué un petit peu tout le reste. Mais c'est vrai qu'on a vraiment parlé d'un renouveau du conte à partir des années 80. Aujourd'hui, il y a énormément de conteurs qui sont très actifs. Donc finalement, c'est quelque chose qui, même au-delà sans parler de Disney, j'allais dire, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, ça figure dans les programmes aussi bien du primaire que du collège. Enfin, il y a beaucoup d'adaptations, notamment celle d'Yvan Pomeau que j'aime beaucoup, entre la BD qui adapte assez librement, mais ça vaut vraiment le. Donc c'est Grimm, les frères Grimm qui font partie des programmes. C'est assez intéressant. Un jour, mon prince viendra. Moi, je l'ai trouvé personnellement. BO de Blanche-Neige, dessin animé de Walt Disney. Une chanson interprétée par Eliane Celis. À vous, cher Franck. Alors évidemment, des frères Grimm, on connaît les contes. Natacha, on en parle même toujours. Mais ce qui est étonnant, et ce que vous nous montrez, c'est qu'ils n'ont pas écrit que des contes. Ils se sont, vous nous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup intéressés à la grammaire, aux structures de la langue, à la philologie, donc à l'étude, à l'histoire du langage en quelque sorte. Ils se sont intéressés aussi à tout ce qui était en marge des contes. Je pense aux légendes, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins en France, à l'exception d'une, qui est le joueur de flûte d'Amelin. Ah oui. Que l'on chercherait à tort dans le recueil de contes, qui n'y est pas. Les légendes. Donc ça, c'est bien de Grimm, mais c'est dans les légendes. Mais c'est dans les légendes. Alors les fameuses, les légendes allemandes, à la différence des contes, l'adjectif allemand est clairement présent dans le titre. Qui sont publiés, c'est le recueil jumeau en fait, qui suit les contes de très près. Premier tome en 1816, deuxième tome en 1818. Et qui ont été traduites assez rapidement en français dès 1837. Il y a 2 traductions qui sont publiées la même année en France. Et comment est-ce qu'ils établissent la différence entre contes et légendes ? C'est très intéressant parce que justement, au début, ils ne font pas la différence. C'est-à-dire que dans le recueil de contes, dans les préfaces, ils parlent de la légende de la Belle au bois dormant. Et donc ils font bien sûr toute une série de rapprochements avec la mythologie nordique. Et c'est finalement dans la préface au recueil de légendes qu'ils définissent l'un par rapport à l'autre. Et c'est vraiment une définition qui est restée célèbre, qui a été bien évidemment affinée depuis. Oui, qui ne vaut pas seulement pour les Grimm maintenant, qui a été généralisée, on va dire. Bien sûr, mais qui a été approfondi, affiné considérablement. C'est-à-dire que effectivement, ils définissent la légende, ce qui est tout à fait logique, par son ancrage historique et local, en disant que le conte, quant à lui, est chez lui partout. Donc finalement, les légendes... C'est-à-dire que les légendes ont une dimension plus nationale, plus spécifique, une culture plus régionale en quelque sorte, alors que les contes sont universels. Voilà, c'est vraiment leur idée. Donc ils distinguent, alors ça en revanche c'est une séparation qui
tiendra moins la route. Il distingue entre légendes historiques et les légendes locales. Donc, en consacrant à chacune un tome, il faut s'imaginer que ce recueil de légendes, il ressemble à environ 600 textes. Ah oui, c'est énorme. Oui. C'est énorme, mais ils sont beaucoup plus courts quand même. La légende, c'est vraiment le récit de faits mémorables, arrivés dans tel endroit. Par exemple, on va expliquer telle particularité du relief ou tel toponyme. Il y a beaucoup d'explications de noms de lieux. Et puis, donc, dans le deuxième volume, il y a beaucoup de légendes historiques vraiment liées à des personnages. Frédéric Barberousse, par exemple, donc, qui est dans sa caverne et sa longue barbe blanche, s'enroule autour de la table. Et quand elle aura fait 7 fois le tour de la table, une nouvelle époque viendra et il sortira de sa caverne. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on imagine ces 2 frères qui, donc on l'a bien compris, ont par ailleurs aussi d'autres activités. On les imagine complètement passionnés, cherchant, comme les grands collectionneurs vont parfois parcourir de longs trajets pour aller trouver l'objet qui leur manque. Eux, ils cherchent la légende, le nouveau conte. Ça devait être complètement envahissant, presque obsessionnel comme démarche, non ? À l'origine, du moins, c'est plutôt un hobby. C'est vraiment quelque chose qu'ils font pour le plaisir et par passion, sachant qu'ils sont bibliothécaires. Et qu'ils ont beaucoup de travail, notamment dans un des postes, le poste qu'ils laissent lorsqu'ils quittent Kassel pour se rendre justement à Göttingen. Ils sont horrifiés à la vue du temps que leur prend ce travail en bibliothèque. Et donc Wilhelm compare ça à un animal qui aurait toujours faim, une bête qui aurait toujours faim. Et c'est vraiment un travail incessant. Et en dehors, ils ont cette passion qu'ils ne veulent pas délaisser un seul instant. Et puis on a l'impression un peu, et c'est vrai qu'on est exactement à la même époque, on a l'impression du travail des entomologistes qui vont faire des tableaux entiers avec des variétés de hannetons qui diffèrent quasiment pas l'une de l'autre, mais enfin que eux sont capables d'identifier. Là c'est la même chose, et d'ailleurs ils ont ce travail qui est un travail de dictionnaire. Ce sont des auteurs de dictionnaires aussi. Qu'ils accomplissent vraiment avec une minutie extrême, puisqu'ils recensent pour chaque terme les occurrences dans la littérature allemande, en commençant par la littérature médiévale. Alors c'est un travail absolument de titan. Ils ont tout un système de bases de données à la manière de l'époque, des systèmes de fiches, et ils arriveront à l'article, à l'entrée Frucht, le fruit de leur. C'est le travail qu'ils arriveront à accomplir à 2. Et ils ne sont pas allés très très loin, mais enfin bon, ils n'ont pas la longévité de l'Académie française non plus, évidemment. C'est vrai. D'ailleurs, donc Heine, en parlant de Grimm, disait cet homme a dû vendre son âme au diable pour accomplir le travail qu'il a fait. Comment un homme tout seul peut faire ça ? Ah oui, vraiment. Et ce travail de dictionnaire, il va être mené de front, et c'est vraiment une idée très intéressante. Si on se place dans cette perspective d'unité allemande, il a été mené de front par les chercheurs dans les 2 Allemagnes, à l'époque où l'Allemagne était séparée. De part et d'autre de la frontière, les chercheurs ont travaillé de concert pour mener à bien finalement cette entreprise. Donc finalement, voilà, on peut dire que l'histoire se termine. L'histoire de gémellité jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est assez fascinant cette attitude qu'ils ont eue. Ils ont toujours été, ils ont travaillé ensemble. On pourrait presque dire qu'ils ont vécu ensemble. Ces 2 frères sont un peu comme des jumeaux, même s'ils ont 2 ans de différence. Ils ont vécu ensemble vraiment du début à la fin. D'ailleurs, ils sont morts en même temps, quasiment à peu de choses près. À peu de choses près. C'est vrai que l'éloge funèbre que Jacob prononce à la mémoire de son frère, donc c'est l'aîné qui parle, en disant voilà, nous avons toujours vécu côte à côte, enfant nous dormions dans le même lit, nos lits étaient ensuite dans la même chambre pendant leurs études, et puis ensuite, et même au moment où Wilhelm s'est marié, puisque Jacob restera vieux garçon, marié à la science, pourrait-on dire, ils vivent ensemble. Wilhelm se marie à la condition que son frère aîné puisse vivre avec eux, et ils gardent toujours leur pièce de travail commune, leur bibliothèque commune, sauf les ouvrages auxquels ils ont recours en permanence, qui là sont achetés en double. Mais vraiment, c'est une intimité absolument extrême et très touchante. Évidemment, il y a eu donc ce dictionnaire, on l'a dit, une grammaire allemande, enfin des grammaires allemandes, les recueils, la mythologie allemande, les recueils de légendes, et puis bien sûr ces contes. Alors les 2 tomes que j'ai là dans les mains vont être réimprimés à la fin de l'année et seront disponibles dans un très beau coffret que vous avez vous apporté avec vous. C'est vrai qu'on est là dans toute la magie de cette Allemagne romantique et pleine de contes. Merci beaucoup Natacha Rimasson-Fertin. Je rappelle donc le titre tout simplement des contes de Grimm. On ne devrait même pas avoir besoin de le faire. Les contes pour les enfants et la maison. 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 La maison.